Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des villes transfrontalières, c'est-à-dire une ville traversée par une frontière. Il existe trois catégories principales que je vais énumérer. Premièrement, les villes qui ont été bâties sans être transfrontalières, par exemple Berlin, et qui un jour se sont retrouvées à être traversées par une frontière, parce que c'était le destin. C'est comme ça. La ville s'est d'abord développée comme un noyau unique, pour ensuite être coupée en deux. Deuxièmement, les villes qui se sont développées indépendamment de part et d'autre d'une frontière, mais qui ont fini par se rejoindre avec leur urbanisation ou le développement des transports. Troisièmement, les villes qui sont à l'origine que d'un côté de la frontière, mais qui, en se développant, ont vu leur banlieue aller au-delà de la frontière. Dans cette vidéo, on va faire un tour du monde des principaux cas, et vous allez voir beaucoup d'exemples. Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il y a une longue frontière entre le Canada et les États-Unis. Certaines villes sont situées à proximité de cette frontière rectiligne. Vancouver, au Canada, est très proche de la frontière. On trouve la petite ville de Blaine, dans l'aire urbaine de Vancouver, qui se trouve aux États-Unis. D'ailleurs, une partie du continu urbain de Blaine se trouve au Canada. De l'autre côté, il y a Point Roberts, un morceau de péninsule appartenant aux États-Unis, mais avec qu'un petit accès via le Canada. On y trouve de l'urbanisation coupée en deux. On ne peut pas vraiment dire que Vancouver soit une ville transfrontalière, mais c'est un bon exemple d'une ville à proximité d'une frontière et dont l'agglomération s'étend presque dans le pays voisin. Ailleurs, sur cette frontière, on trouve parfois des agglomérations à cheval sur le fleuve de part et d'autre de la frontière, comme par exemple la petite ville de Sault-Sainte-Marie dans les deux pays, ou encore Niagara Falls, ville touristique tournée sur les chutes du Niagara qui sont à la frontière. Mais le cas le plus emblématique reste la ville de Détroit, située côté États-Unis. Sa banlieue s'est développée dans le même pays, mais une partie de l'agglomération s'est étendue au Canada, dans la ville de Windsor. À l'origine, Windsor est une ville indépendante de l'attractivité de Détroit. Mais depuis les années 1920, elle accueille des usines automobiles à destination du marché canadien. Les usines appartenant aux grandes sociétés automobiles basées à Détroit, la capitale automobile des États-Unis. Entre les États-Unis et le Mexique, on trouve des villes collées à la frontière. Par exemple, Tijuana est une ville mexicaine qui s'est développée pour profiter des avantages d'être à proximité des États-Unis. Aujourd'hui, elle forme une agglomération avec San Diego. Même si San Diego n'est pas du tout tourné vers la frontière, en regardant l'urbanisation, on voit même que San Diego semble éviter la frontière, là où Tijuana est collée à ces dernières. L'agglomération compte un peu plus de 5 millions d'habitants, 3 millions côté États-Unis et 2 millions au Mexique. Il y a Mexicali dans le même genre, très aggloméré à la frontière, sans que ça n'ait de réelle influence côté états-unien. Au contraire, El Paso et Ciudad Juárez semblent très liées. Elles sont séparées par le fleuve qui marque la frontière. On compte environ 1 million d'habitants côté États-Unis et 2,5 millions côté mexicain. Il existe d'autres cas similaires plus petits le long de cette frontière. En Amérique centrale, les cas sont plus rares. Il y a le cas de Ciudad Hidalgo au Mexique, frontalière avec Ciudad Tecunumán. Ciudad Hidalgo est une ville créée lorsque la frontière a été tracée sur le fleuve. Des habitants sont passés de l'autre côté pour bénéficier des avantages mexicains. Amérique du Sud. On n'a pas beaucoup de cas sur ce continent où la densité y est faible. En Colombie, la ville de Cúcuta est située à la frontière avec le Venezuela, ce qui a permis à deux petites villes vénézuéliennes de se développer, Ureña et San Antonio. C'est la plus grande agglomération à proximité de cette frontière, et certainement la plus grande agglomération à proximité d'une frontière en Amérique du Sud. Entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, il y a les célèbres chutes d'eau d'Iguazú. En tant que destination touristique, des petites villes se sont développées autour de ces cascades, formant une petite agglomération entre trois pays. Puerto Iguazú en Argentine, la première ville, fondée à la fin du 19e siècle. Foz do Iguaçu, au Brésil, fondée dans les années 1910, et Ciudad del Este au Paraguay, fondée en 1957. Ces trois villes forment une agglomération d'1 demi-million d'habitants. Il y a plein d'autres petites villes frontalières en Amérique du Sud, je n'ai pas m'y attarder. Je vais juste parler du cas de Riviera et Santana do Livramento. Entre ces deux villes, la frontière est invisible, mais l'une est en Uruguay et l'autre au Brésil. La place au centre de la ville fait office de frontière. Mais il n'y a pas de douane obligatoire, on peut librement circuler d'un endroit à l'autre. Cependant, pour rester dans un pays ou un autre, il faut tout de même aller au poste aux frontières. C'est donc une frontière ouverte, mais où il faut aller de son propre chef au poste aux frontières. Il y a d'autres villes similaires entre ces deux pays. Afrique. En Afrique, il n'y a pas vraiment de nombreux cas d'agglomération transfrontalière. On trouve des binômes à proximité de frontières, par exemple Livingstone et Victoria Falls qui partagent le point commun d'être à côté des chutes Victoria, Mosi ou Atunya, ou encore Kanzugula qui porte le même nom des deux côtés du fleuve. On trouve des villes frontalières comme Ocambo, où une partie de l'urbanisation est allée au-delà, ou encore Tunduma et Nakonde. Tous les cas africains que je viens de citer concernent la Zambie. En RDC, deux grandes villes se sont développées à proximité de la frontière du Rwanda, Bukavu et Goma. En Afrique, je compte 4 cas de capitales proches de la frontière formant une agglomération internationale. Ou 5, ça dépend comment on compte les cas.
Le premier cas est celui de Lomé, capitale du Togo. Lomé est à la frontière avec le Ghana. Lomé est une ville fondée à la fin du XIXe siècle pour faire du commerce avec la Côte d'Or, colonie britannique qui est l'actuel Ghana. Le deuxième cas est celui de N'Djamena, capitale du Tchad, qui est à la frontière avec le Cameroun. N'Djamena est situé là où il y a un cours d'eau. Le cours d'eau étant le seul dans la région, sert de frontière entre les deux pays. Voilà pourquoi la capitale est à la frontière. Et une petite banlieue est située au Cameroun. Le troisième cas est celui de Bangui, capitale de la République centrafricaine, là encore située sur un cours d'eau, ce dernier servant aussi de frontière, avec une petite banlieue côté congolais. Le quatrième cas, le plus emblématique, concerne deux capitales, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et Brazzaville, capitale de la République du Congo. Il n'y a toujours pas de pont entre les deux villes, mais elles sont face à face. Elles forment une grande agglomération de plus de 15 millions d'habitants. On peut rajouter un cinquième cas de capitale frontalière, mais dont l'agglomération n'est que d'un seul côté, Mazérou et Lesotho. Il n'y a personne qui vit de l'autre côté de la frontière. C'est normal, le Lesotho est un pays très pauvre. Mais il n'y a aucun intérêt à les construire de l'autre côté en Afrique du Sud, pays bien plus riche. Et les Sud-Africains n'ont aucun intérêt économique envers le Lesotho. Europe. En Europe, là encore, il y a beaucoup de cas. Je ne vais pas pouvoir tous les énumérer, par contre, je vais pouvoir parler d'infrastructures mises en commun. Par exemple, l'île se trouve à proximité de la frontière belge, son aire urbaine va jusqu'à Courtrai. L'île fait partie d'une communauté de communes appelée l'Eurométropole Lille Kortrijk-Tournai. Le but étant la coopération entre les communes des deux pays. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de transport en commun dans les deux pays. Si on va à Genève, on a un cas plus avancé. Genève est située en Suisse francophone et elle est entourée par les frontières françaises. Son agglomération concerne la ville française d'Annemasse. On peut citer deux projets qui concernent l'internationalité de la ville. D'abord le Léman Express, un train de banlieue centré sur Genève et qui va jusqu'en France. Et de l'autre côté, l'aéroport de Genève, qui est situé à la frontière française. Il rentre dans les limites de la Suisse grâce à une légère modification réalisée entre la France et la Suisse pour faire entrer intégralement l'aéroport dans un seul pays. Strasbourg est aussi une ville sur deux pays. Là encore, la France est concernée. Strasbourg est en France et qu'elle est sa banlieue allemande. Là encore, c'est l'effet cours d'eau. La ville est sur un cours d'eau qui sert de frontière. Depuis 1994, Strasbourg accueille un tramway. Et en 2017, une ligne a atteint le côté allemand. Depuis cette date, le tramway circule en France et en Allemagne. C'est donc un tramway transfrontalier. On trouve d'autres cas en Europe, notamment à Sarreguemines en France avec l'Allemagne, mais c'est plutôt un tram-train, et depuis 2019, même le tramway de Genève va au-delà de la frontière, à Annemasse. Là où on a un cas bien intéressant, c'est Bâle. Bâle est une ville suisse, son agglomération s'étend au-delà des frontières, à la fois en France d'un côté, et en Allemagne de l'autre. C'est donc une ville trinationale. Et son tramway va même à l'étranger, puisqu'une ligne va en France depuis 2017, et en Allemagne depuis 2014. D'ailleurs, c'est en France qu'on trouve l'aéroport de Bâle, cas unique au monde, une ville a son aéroport dans un autre pays. L'aéroport international de Bâle-Mulhouse est situé à côté de Bâle, en France. Il est géré à la fois par la France et la Suisse. Il est surnommé officiellement l'Euro-Airport, avec un système de douane double. Et notamment une route qui relie directement l'aéroport à la Suisse sans entrer en contact avec les routes françaises, c'est la route douanière. Pour le moment, je n'ai parlé que de cas qui concernent la France, mais il y a d'autres cas en Europe, par exemple la ville de Constance, entre l'Allemagne et la Suisse, la ville allemande de Francfort-sur-l'Oder, avec la Pologne. Mais un cas bien emblématique est celui de Bar-le-Duc, village belge encerclé par les Pays-Bas, juste à côté de Bar-le-Nassau, où certaines maisons sont coupées en deux par la frontière. Cette frontière a été contestée par les Pays-Bas pendant longtemps, ce n'est qu'en 1959 que le pays a reconnu la souveraineté belge. Heureusement à cette époque, les douanes entre les frontières belges et néerlandaises avaient déjà été enlevées grâce à l'union du Benelux. Gorizia est une ville qui était divisée en deux lors de la Première Guerre mondiale, l'Italie ayant récupéré la partie ouest aux Autrichiens, le reste étant devenu la Yougoslavie. Après la Seconde Guerre mondiale, les Yougoslaves ont créé une Nova Gorica pour créer un nouveau centre administratif côté yougoslave. Aujourd'hui, la ville est séparée entre l'Italie et la Slovénie, le côté slovène accueille des casinos illégaux en Italie. Toujours en Italie, on a Rome, l'unique ville au monde à disposer d'un pays entier dans son urbanisation, l'État du Vatican. En Slovaquie et en Hongrie, on trouve une ville coupée en deux, Komarno en slovaque et Komárom en hongrois. La ville d'origine est celle slovaque. Elles se développèrent en une seule ville pendant l'époque austro-hongroise, mais en Slovaquie, il y a surtout la capitale, Bratislava, qui est située sur le Danube, qui fait la frontière avec l'Autriche. Mais la ville reste intégralement en Slovaquie, vu que leur urbanisation qui s'est développée de l'autre côté du Danube a été donnée à la Slovaquie au moment de l'indépendance de la Tchécoslovaquie. En Scandinavie, il y a une aire urbaine transfrontalière, celle entre Copenhague et Malmö. Mais les deux villes sont assez indépendantes l'une de l'autre. L'aéroport de Copenhague sert d'aéroport international aussi pour Malmö. Entre la Suède et la Finlande, on trouve une ville internationale, Haparanda côté suédois et Tornio côté finlandais. La frontière n'est pas visible entre les deux villes et les monnaies des deux pays sont acceptées.
La langue suédoise sert de communication entre les deux villes jumelles. Une petite place a été construite à la frontière entre les deux villes. Chaque année, le Nouvel An y est célébré 2 fois, vu que les deux villes ont un décalage horaire d'1 heure. En Espagne aussi, on trouve une ville entre deux pays, puisqu'on trouve la britannique Gibraltar, avec son agglomération qui va au-delà en Espagne. L'aéroport de Gibraltar reste malgré tout en territoire britannique, mais l'espace est tellement réduit que la route traverse la piste. Ceuta et Melilla en Afrique, qui appartiennent à l'Espagne, sont similaires. Pareil pour Monaco, qui a vu se développer une banlieue en territoire français, appelée Beau-Soleil. Et bien sûr, ce n'est plus d'actualité, mais l'Europe a connu la plus célèbre ville coupée en deux, Berlin. Aujourd'hui encore, certaines traces sont visibles, notamment l'absence du tramway dans la partie occidentale de la ville. Le petit village de Mödlareuth, entre l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, avait connu le même destin, avec un mur qui le coupait en deux. Asie. En Asie, nous avons une des dernières capitales divisées, Nicosie à Chypre. C'est une division qui existe réellement, mais qui n'est pas reconnue dans les faits. À l'exception de la Turquie, tous les pays du monde considèrent que Chypre appartient entièrement à la République de Chypre. Mais dans les faits, l'île est bien coupée en deux, avec la République turque de Chypre du Nord au nord, et une partie de Nicosie est intégrée dans ce pays peu reconnu en étant sa capitale. Au contraire, Jérusalem est considérée officiellement comme une ville divisée en deux, avec Jérusalem-Ouest qui appartient à Israël et Jérusalem-Est qui appartient à la Palestine. Dans les faits, Israël ayant annexé Jérusalem-Est, la ville n'est plus divisée, sauf sur les cartes. En Asie, j'ai trouvé quelques cas de villes frontalières. Par exemple, Blagovechtchensk en Sibérie, frontalière avec Heihe en Chine. Les deux villes ont une communauté de communes internationales pour gérer certaines politiques. La ville de Dandong, elle aussi chinoise, est frontalière à une autre ville étrangère, la ville coréenne de Sinuiju. Il y a un pont entre les deux villes. Sinuiju est une des villes les plus ouvertes de Corée du Nord. Elle est une porte pour le tourisme dans ce pays très fermé. A l'opposé, Dongqing, toujours en Chine, est frontalière avec Mong Khai au Vietnam. Le cantonais y est très parlé. Mis à part ça, je n'ai pas trouvé de cas très intéressants en Asie. Même Vientiane, capitale du Laos, située à la frontière, n'a pas une réelle banlieue développée du côté thaïlandais. Maintenant, on va aller voir la cité-État de Singapour, le cas le plus intéressant en Asie. Singapour est une cité-État. Ville chinoise au sein de la Malaisie, Singapour devient un État indépendant en 1965. La ville est située sur une île qui s'urbanise petit à petit. La ville ne comptait que 2 millions d'habitants en 1970, elle passe à 4 millions en 2000, puis à 6 millions d'habitants aujourd'hui. Il reste des zones non urbanisées, mais elles restent limitées. Et les prix des terrains sont de plus en plus élevés. Voilà pourquoi une grande banlieue s'est développée en Malaisie, à Johor Bahru. On compte environ 2 millions d'habitants à Johor Bahru et ses banlieues malaisiennes, ce qui fait un total de 8 millions d'habitants pour l'agglomération de Singapour. Il y a 2 ponts entre les deux pays. Mais on peut encore agrandir l'agglomération avec l'île de Batam, île indonésienne en face de Singapour. Elle compte 1 million d'habitants. J'en profite aussi pour ajouter un autre cas, un cas transfrontalier mais non international, celui de Hong Kong. Même si Hong Kong appartient à la Chine depuis 1997, il y a quand même une douane avec le reste du pays. Shenzhen est une ville qui s'est développée à partir des années 1980 en se tournant vers ce qui était encore une colonie britannique. Cas particulier, à Hong Kong, on roule à gauche, mais en Chine continentale, à droite. Les routes font une sorte de boucle pour pouvoir changer de sens. Océanie. En Océanie, il n'y a pas de frontière internationale terrestre à part celle qui coupe l'île de Nouvelle-Guinée en deux, mais sur cette frontière, on ne trouve aucune ville. Je suis donc allé voir les frontières des États d'Australie et j'ai pu voir que Gold Coast a une partie de son urbanisation située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Et l'aéroport de Gold Coast est à cheval sur les deux États. L'aéroport appartient à la société privée des aéroports du Queensland. Il y a parfois 2 horaires différents sur le même aéroport, car le Queensland ne suit pas l'heure d'été. En Nouvelle-Calédonie, là encore, c'est juste pour donner des exemples en Océanie, la commune de Poya est située dans 2 provinces à la fois, une partie dans une province et l'autre dans l'autre. Ce n'est pas une frontière internationale, mais c'était intéressant de voir qu'il peut y avoir une entité municipale partagée entre 2 territoires. Et bien voilà, je crois avoir fait le tour du monde des villes à cheval sur plusieurs pays. Il y a des cas très variés, parfois les 2 villes font chacune leur vie, mais parfois de véritables infrastructures ont été mises en place pour coordonner les différents pays. Mon cas préféré reste celui de Bâle, qui avec son aéroport géré par 2 pays et son tramway qui circule dans 3 pays,